année a-t-elle été créée? Eh ben, c'est pas très vieux en fait, c'est moins vieux que ce que vous avez mis. En fait, c'est 2001, hein. Wikipédia, c'est 2001, donc c'est assez récent. Ça a atteint sa majorité, mais pas encore ses 20 ans tout à fait. Donc voilà, c'est pas très vieux et pourtant ça occupe bien l'espace. Ben, Wikipédia fonctionne, voilà, Wikipédia fonctionne grâce aux dons. Effectivement, aux dons, et vous voyez de temps en temps des appels aux dons par type de Wikipédia, puisque il n'existe pas qu'un seul Wikipédia, il existe différents Wikipédia, et selon celui dont moi je vais parler, c'est Wikipédia francophone. J'insiste là-dessus, c'est bien le francophone et pas le français. Pourquoi? Parce qu'on y retrouve tout le monde francophone, évidemment la France, la Belgique, mais aussi l'Afrique, le Canada, etc. Mais il y a effectivement un biais dans les articles qui sont écrits. On remarque que la majorité des contributeurs sont plutôt d'Europe, et donc plus spécifiquement de France, mais ça reste un Wikipédia francophone, et ça, la communauté wikipédienne y tient vraiment, vraiment à cœur, tout comme le Wikipédia anglophone, etc. Alors, autre question. Le 1er novembre 2020, Wikipédia en français comptait combien de pages environ? Eh ben là, vous êtes très généreux. Euh, Peut-être que sûrement que l'ensemble des Wikipédia dépasse les 3 millions de pages, mais on est à 2 260 des 1000 pages pour le Wikipédia francophone. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et on se posera la question de est-ce qu'on peut tout mettre comme page? Est-ce qu'on peut tout raconter sur Wikipédia pour avoir autant de pages? Combien de contributeurs alimentent Wikipédia par jour dans le monde? Ben là, voilà, la majorité a correctement répondu. C'est à peu près 100 000 personnes qui contribuent. Une contribution, ça peut être simplement corriger une faute d'orthographe, hein. C'est très rarement faire un article. Parce que c'est peut-être la chose la plus complexe à faire sur Wikipédia, c'est la création d'un article. Et la chose la plus simple, corriger l'orthographe. D'ailleurs, quand on regarde, je vous montrerai rapidement, quand on regarde le nombre de contributions les moins nombreuses. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais corriger l'orthographe correspond au moins de contributions à réaliser. Hop, suivant. Alors, les contributeurs sont des bénévoles. Ben oui, en grande majorité, en fait, la Wikimedia Foundation n'a que très très peu d'employés. Donc des employés rémunérés, et cette rémunération, elle est liée plutôt à la gestion des serveurs ou à la recherche de fonds, ou alors la défense aussi devant les tribunaux, parce qu'évidemment Wikipédia est attaqué pour certaines choses, donc voilà. Mais sinon, c'est effectivement des bénévoles, même pour des très très gros contributeurs. Alors, Wikipédia possède un comité scientifique qui valide les articles. Non, il n'y a pas de comité scientifique qui valide les articles sur Wikipédia. Ils ne sont pas relus d'emblée, ils sont relus a posteriori par la communauté, et donc vous, moi, vos élèves, d'autres personnes à travers le monde. Et c'est cette communauté scientifique-là qui va valider ou pas l'article, mais toujours a posteriori. D'accord? Ma remarque là-dessus, c'est qu'on pourrait effectivement ne pas apprécier le fait que ce soit relu a posteriori, mais cette relecture est toujours très transparente, complètement libre, et on peut y faire à peu près toutes les modifications qu'on souhaite. Il y a quand même une limite. On ne pourra jamais modifier plus de 3 fois en une journée, en 24 heures, le même passage d'un article. C'est ce qu'on appelle la règle des 3 R, des 3 révocations. Donc, pour éviter des guéguerres d'édition,
Ça existe beaucoup, hein. Wikipédia n'est jamais que le reflet de la vraie vie. Il y a des guerres, et on s'insulte, on se remercie, on se félicite, etc. sur Wikipédia. Mais il y en a aussi qui s'amusent à aller modifier, mettre des erreurs volontairement, etc. Et généralement, ça reste très très peu de temps. Et donc, il y a une règle, c'est notamment la règle des 3 R pour limiter ça. Donc, on ne peut pas, je mets quelque chose, tu me le modifies, je le remets, tu me le remodifies, pas plus de 3 fois. Après, c'est stop, aucune modification n'est possible. Alors, question suivante. Les contributeurs sont rémunérés pour leurs contributions. La majorité, bah, cette fois-ci, bah, non, n'a pas raison dans certains cas. Alors, pourquoi dans certains cas? Normalement, toute contribution est non rémunérée sur Wikipédia. Parce que c'est pas un lieu de pub, et cetera. Donc on pourrait très bien imaginer que, quelqu'un qui fait partie d'une marque, d'auto bien connue en fasse l'article et l'historique, bon et ça pourrait relever de la publicité. En tout cas, il y a quelque chose qui n'irait pas. Et donc, on sait très bien que monsieur et madame tout le monde qui contribue sur Wikipédia a un boulot à côté et donc, quand vous écrivez un article et que c'est en lien avec votre job, vous êtes censé dire que vous faites partie de telle association ou entreprise, etc. Donc ça, c'est vraiment une honnêteté sur Wikipédia. Donc, est-ce que les contributeurs sont rémunérés? Ben non, mais je pense à un cabinet ministériel, je pense enfin à une équipe de campagne de Trump, elle a sûrement fort, fort regardé et c'était son job, donc ils sont bien rémunérés pour regarder à ça, mais c'est pas Wikipédia qui les rémunère. D'accord? Mmh. Voilà. Question suivante, vous m'arrêtez hein, s'il y a des questions. Pour contribuer ou accéder aux coulisses de Wikipédia, il faut se créer un compte. Vrai? Non. Alors après, vous contribuez régulièrement. Bah, c'est toujours plus sympa pour la communauté wikipédienne de vous créer un compte et de vous faire un petit mot de présentation. Voilà. Mais vous n'êtes obligé à rien du tout. Hop, tout ce qui est écrit sur Wikipédia reste sur Wikipédia. Eh ben oui, eh ben oui. Je peux remonter jusqu'il y a 19 ans sur ce qu'il y a dans les articles, les premiers articles de Wikipédia. Rien ne se perd, tout est dessus. Les disputes, le vandalisme, etc. Les modifications, on veut voir les modifications d'un article, quand il a évolué, etc. En histoire, c'est toujours intéressant. Il y a régulièrement des pics de contribution pour les anniversaires de. Et donc, ça, on le voit. Donc, il y a un regain d'intérêt. Vous prenez Léopold II, bah, quand il y a eu les vandalismes sur les statues, etc. Hop, vous voyez évidemment un regain d'intérêt pour le personnage et parfois plus de contributions à ce moment-là. Donc, voilà. Mais ça reste. Et donc, on peut remonter. Et vous allez voir qu'on va remonter dans certains événements ou sur certains articles. Hop. Les pages de Wikipédia sont équivalentes d'une langue à l'autre? Non, absolument pas. C'est un travail de contribution de traduire certains articles. Des articles qui se trouveraient dans une langue et pas dans une autre, ben, on peut avoir je sais pas moi, des élèves en traduction, des traducteurs professionnels ou des élèves en immersion. On pourrait leur demander de travailler sur une page et de comparer s'il y a le même contenu et on va se rendre compte que bien souvent, ce n'est pas le cas. Hop. Les articles de Wikipédia portent-ils des labels? Parfois et même souvent, ils portent effectivement des labels, articles de qualité, bon début, une ébauche, et en plus des labels, il y a une évaluation avec, comme dans nos évaluations de profs, des critères
pour être un article de grande qualité ou pas. Donc, il faut très clairement qu'un article, je vous le montrerai aussi, rassemble un certain nombre de critères pour être un article de bonne qualité. Et comment est-ce qu'on obtient cette évaluation-là? Bah, c'est toujours la communauté wikipédienne qui évalue si l'article peut être, avoir ce label-là ou pas. Et donc, vous allez me dire, c'est peut-être subjectif, bah, pas tellement, parce que justement, il y a un regard collectif qui empêche la subjectivité là-dedans. On peut écrire tout ce qu'on veut sur tout sujet sur Wikipédia, et donc, bah non. Bah non. Et donc, dans les principes de Wikipédia, c'est une encyclopédie, c'est pas une page de pub. C'est pas là où on fait son CV, c'est pas là où on fait son éloge. Donc, on ne pourra pas dire ce genre de choses-là. Évidemment, tout ce qui est pornographie, etc., n'y trouve pas sa place. Voilà. Mais donc, il y a un certain nombre de règles. Les règles les plus importantes, c'est vraiment celles liées à la propagande et à la publicité. Donc voilà, et donc à la neutralité. Parce qu'un des principes de Wikipédia, c'est la neutralité. Concernant l'auteur d'un article, eh ben, donc on a un 40-40, on peut parfois identifier précisément, et tous les contributeurs sont identifiés par un pseudonyme dont on ne sait pas réellement les identifier. Mais les deux sont vrais en fait. Et je dirais même plus, on peut distinguer un robot d'un contributeur humain. Donc les trois derniers, en fait, étaient clairement corrects. Donc on peut parfois identifier précisément un contributeur. Les contributeurs qui se sont créés un compte et qui ont mis un petit mot, qui se sont présentés, qui ont dit, bah voilà, moi je suis historien, ou voilà mon domaine. On peut avoir pas mal d'informations sur leurs compétences sur le sujet. Mais c'est parfois. On n'est pas obligé de faire ça. Ouais, et la personne qui va compléter sa page va compléter avec ce qu'elle a envie de dire à la communauté wikipédienne. On peut distinguer un robot d'un contributeur humain. Alors, il y a des robots. Effectivement, il y en a beaucoup. Il y en a des plus connus que d'autres qui tournent sur Wikipédia. Des robots, c'est quoi? Ce sont des logiciels qui vont parcourir Wikipédia pour justement vérifier l'orthographe, vérifier qu'il n'y a pas de vandalisme, j'allais dire couper la chic aux guerres d'édition et ce genre de choses-là. Et se fait de manière automatique et relativement rapidement. Je vous montrerai un exemple d'un robot, un robot connu qui s'appelle Salbot, qui est passé à certains endroits. Et donc, les robots, on les reconnaît comment? Tout simplement parce qu'en fait, la fin du contributeur s'appelle bot. Et donc, par exemple, Salbot, c'est un robot. Et donc, tous les autres, soit on aura une adresse IP, soit on aura un pseudonyme, effectivement. C'est une des règles de Wikipédia. Il est fortement conseillé quand on se crée un compte, de prendre un pseudonyme. Alors, chez nous, ça a peu d'importance, mais il y a des contributeurs qui sont en même temps des lanceurs d'alerte ou qui parlent d'événements qui ont eu lieu dans leur pays, d'événements politiques, je pense à la Turquie, etc., et qui pourraient être mis en danger si on les reconnaissait. Et donc, il est fortement conseillé d'utiliser le pseudonyme pour garder aussi la liberté d'expression. Et il est déjà arrivé que du vandalisme sur Wikipédia soit fait par des contributeurs malveillants, c'est-à-dire révéler les vraies coordonnées, nom, prénom d'une personne. Question suivante. Wikipédia est une encyclopédie fiable, non fiable, sans avis. Je vous propose de vous faire votre avis. Et à la suite de ce webinaire, et vous me direz si vous pensez qu'elle est fiable ou pas. Hop, voilà, on a fini notre petit tour pour le WooClap. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ok, hop. Alors,
Ça, c'était pour les objectifs du jour. Et donc là, je suis simplement sur la page d'accueil de Wikipédia, hein, tout simplement en français. Alors, plusieurs choses. On aura toujours les mêmes informations sur cette page-là. Je vous montre rapidement ce qui pour moi est intéressant. C'est notamment ici les principes fondateurs de Wikipédia. Et donc ça, c'est vraiment très, très important, je pense, si on travaille sur Wikipédia, en classe, notamment en histoire, de dire aux élèves que Wikipédia, a des règles de fonctionnement, mais a surtout des principes. Et ce qui prime sur, Wikipédia, c'est les principes. Et donc, c'est une encyclopédie qui incorpore des éléments d'encyclopédie généraliste, d'une encyclopédie spécialisée, d'almanach, et cetera. Elle n'est pas une compilation d'informations ajoutées sans discernement, elle n'est pas non plus une source de documents de première main ou de recherche originale, ni une tribune de propagande. Donc, vous ne trouverez jamais sur Wikipédia de traces du passé ou de documents originaux. Ce n'est pas le but. C'est peut-être le plus grand reproche que je ferai à Wikipédia. Vous ne pouvez avoir que des sources secondaires, donc des travaux. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir toujours vérifier d'où vient l'information. Et si l'information est secondaire, ben, Wikipédia considère qu'il y a déjà eu plusieurs ping-pong et donc on peut en vérifier. Que des travaux originaux ben, peuvent être soumis à interprétation et donc Wikipédia n'est pas le lieu de l'interprétation. Donc ce n'est pas un journal, ni un hébergeur gratuit, ni un fournisseur de pages personnelles, ni un réseau social, et cetera. C'est pas l'endroit où on fait part de nos opinions, de l'expérience, des expériences ou des débats. Wikipédia recherche toujours la neutralité de point de vue. Alors la neutralité, de point de vue, elle peut être, de différents niveaux. Donc c'est évidemment ne pas prendre le parti de, ça c'est clair. C'est aussi dans le vocabulaire utilisé, on ne prend pas n'importe quel vocabulaire. La neutralité de point de vue, c'est évidemment aussi dans le choix des termes, donc massacre de Boston ou incident de Boston, ça n'a évidemment pas la même signification. Euh, par exemple, dans un article aussi sur le darwinisme, on n'écrira pas en particulier dans l'introduction deux thèses s'opposent, la sélection naturelle d'un côté, le créationnisme de l'autre, mais on écrira plutôt la théorie de Darwin de l'évolution est soutenue par l'ensemble de la communauté scientifique, mais certains mouvements religieux minoritaires la contestent au nom du créationnisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la neutralité de point de vue, c'est aussi apprendre à rédiger en rapportant tous les points de vue, mais dans la proportion de l'impact qu'ils ont dans la société. On ne donnera pas à un point de vue minoritaire dans la société une importance démesurée dans un article sur Wikipédia. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire parce que c'est quelque chose qu'on apprend à nos élèves à écrire de manière Mmh. objective et neutre, notamment dans les synthèses en histoire. Et donc, rédiger un article de Wikipédia, c'est aussi ça. Donc, on peut contribuer sur Wikipédia en disant, en allant corriger des passages qui ne sont pas neutres, parce qu'ils sont identifiés sur Wikipédia. Donc tout ce qui alors la licence libre, donc je vous passe les détails du Creative Commons, mais grosso modo, dans, Wikipédia, ce qui est, je vous montre quand même, ceci. Donc Wikipédia se situe, ici, donc on peut partager comme on veut, on peut modifier comme on veut. On ne peut pas, on peut le vendre, et partager dans les mêmes conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un élève pourrait prendre, pomper un article de Wikipédia, il en a tout à fait le droit pour autant que ils disent que ça vient de Wikipédia et qu'il le repartage dans les mêmes conditions de licence de droit, donc Creative Commons. Alors on peut le vendre, d'accord? On peut très bien imprimer Wikipédia puisqu'on on peut la télécharger en format PDF, la faire en format livre, la faire éditer, la vendre si on trouve quelqu'un pour nous acheter un truc qu'on trouve gratuitement.
Il y a pas de problème, ça ne va pas en l'encontre des règles de Wikipédia. Projet collaboratif qui suit des règles de savoir-vivre. Eh oui, on n'agresse personne, on garde son sang-froid, on cherche toujours le consensus, on évite les guerres d'édition. Parfois, il est mis, «Ne mordez pas les petits nouveaux». On peut avoir un petit logo pour ceux qui arrivent, sur Wikipédia et puis le dernier principe, il n'y a pas d'autres, règles fixes, mais il y a, toute une série de règles et de recommandations pour contribuer sur Wikipédia. Et ça fait partie déjà de l'envers du décor de Wikipédia. Parce que quand vous allez dans la barre ici, vous allez mettre, je sais pas moi, la guerre 40-45, droits de l'homme, etc. Vous allez probablement pas chercher les articles qui forment les coulisses et qui sont les articles de fonctionnement de Wikipédia. Mais tout y est. Vraiment tout y est. Et donc, on a ici les règles et les recommandations, l'adoption des règles, etc., etc. Et on va retrouver aussi tout ce qui concerne sur le fonctionnement, débuter sur Wikipédia, euh, les vidéos tutoriels, et voilà, par exemple, que faire sur Wikipédia si on voulait contribuer. Et donc, on a une série, voilà, ici de choses à faire. Et vous voyez que pour vérifier l'orthographe, il y a 0 chose à faire pour l'instant. Vérifier la typographie, géolocaliser, enregistrer un article, mettre en page, etc. Ajouter une référence, bah tiens, on pourrait demander à nos élèves d'ajouter des références. Et alors là, on peut aller, on va cliquer sur simplement la page et on va voir ici la liste de tous les articles pour lesquels il manque des références. Et donc Wikipédia souhaiterait qu'on ajoute des références. Et on voit ici, par exemple, que cet article choisi au hasard est une ébauche concernant une unité. Voilà. Donc on sait que ce n'est pas un article qui est fignolé, qui est terminé, c'est une ébauche. Et dans cette ébauche, on peut savoir quels sont les problèmes. Alors parfois, ils mettent ici un deuxième bandeau. Donc les bandeaux, il y en a tout un tas. Et donc, voilà, on a différents problèmes et ces bandeaux vont, par exemple, on va retrouver des bandeaux pour vérifier la fiabilité, notamment des informations qui sont utilisées, qui sont rapportées dans l'article. On va aussi avoir, si vous regardez, citer vos sources, on va avoir ici un article qui dit, ben voilà, quelles sont les règles pour citer ces sources dans Wikipédia. Euh, Comment est-ce qu'on croise les sources? Que faut-il étayer par des références? C'est quoi une source de qualité? Quels sont ses critères? Les sources qui posent problème, les sources primaires. Donc, vous voyez, ici, on va expliquer pourquoi Wikipédia s'appuie sur des sources secondaires et pas des sources primaires, etc., etc. Donc, tout ça, c'est pour moi ce qui fait aussi partie de l'envers du décor, des coulisses de Wikipédia. OK, je reviens, à la page d'accueil et je vais vous mettre un petit peu, au travail. Je vais prendre, n'importe quel, article. J'ai pris celui qui est mis, en tête des articles. Il y en a tous les jours un nouveau. Donc voilà, c'est celui-ci et donc vous voyez ici que c'est un article déjà de, bonne qualité, un bon article. Donc on le sait, c'est déjà noté ici. On verra après, en fait non, je peux le faire maintenant. En cliquant dessus, c'est quoi un article de qualité? Je reviens où j'étais avant pour que vous suiviez bien le chemin. On a toujours ici une barre d'outils verticale. On y reviendra après, notamment pour l'information sur la page. Cet élément-là sera important. Et puis, on a une barre d'outils horizontale. Vous voyez que je ne suis pas connectée à mon compte, mais je vais quand même pouvoir contribuer si je veux. Ce ne sera pas mon objectif du jour, mais je pourrais me créer un compte ou me connecter. Je ne le ferai pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ces onglets-là.
article, discussion, lire, modifier, modifier le corps, voir l'historique. Alors, il faut déjà bien comprendre un truc, c'est que sur Wikipédia, si vous regardez bien ici, les onglets ici, ils sont groupés. On a 2 à gauche et on a 4 à droite. Donc, ici, on est par défaut sur article, lire. Je lis l'article. Vous tapez n'importe quel sujet et vous allez tomber dessus et vous allez lire l'article. OK? Wikipédia, c'est collaboratif. On peut ne pas être d'accord avec ce qui est dit. Et donc, on peut discuter. Donc, je vais voir la page de discussion. Dans cette page de discussion, je vais retrouver toujours les mêmes choses. Je vais notamment retrouver si l'article est indexé par projet. Les projets, c'est quoi? C'est si vous ouvrez une encyclopédie, en fait, c'est les thématiques et puis les sous-thématiques, etc. Donc ici, c'est ça. Et les projets, ils aident à la complétude de l'information aussi sur Wikipédia. Et vous avez l'évaluation. Et vous avez toujours le label et son importance. L'importance, c'est par rapport au projet. Est-ce que le château de Tourbillon est d'une grande importance pour le château, pour la Suisse et pour l'histoire? Visiblement, c'est faible. Soit, ça, voilà, je n'y viens pas. Mais le label, c'est important. Et donc vous avez les bons, on tombe ici sur le bon article et on va tomber sur les critères de fond et les critères de forme pour qu'un article soit qualifié de bon article. Il est utile au lecteur, il doit apporter au lecteur intéressé les connaissances nécessaires et suffisantes pour comprendre et s'approprier le sujet. L'article prend en considération le lecteur qui n'est pas nécessairement familier du sujet. Il est clairement structuré. L'exposé est cohérent et didactique. L'article est accessible compte tenu du sujet et n'abuse pas de jargon. Il renvoie si nécessaire à des articles généralistes ou spécialisés. Il respecte la neutralité de point de vue, il est fiable et donne au lecteur les moyens nécessaires pour vérifier l'information s'il le souhaite. Donc vous voyez, ça reste quand même des critères qui pour moi sont assez similaires à ce qu'on demande à nos élèves et quand même très cadenassant et transparent. Dans les critères de forme, l'article doit être rédigé dans un français irréprochable. Je ne lis pas tout, mais accompagné de catégories, de bandeaux, de modèles, etc. Il cite ses sources. Il est convenablement wikifié. Wikifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire respecter les règles de mise en forme de Wikipédia. Tous les articles se ressemblent, c'est pour donner une cohérence à l'encyclopédie et les contributeurs doivent respecter cela. Il est globalement stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre d'édition et la longueur est correcte, il ne peut pas être trop long. Voilà, donc ça c'est les critères pour être qualifié de bon article. Là on a les règles et les procédures pour y arriver. Et vous voyez ici qu'il n'y a pas de tâches suggérées pour améliorer l'article et il n'y a surtout pas de discussion. Il ne pose pas de problème pour l'instant. Pour l'instant. Peut-être en a-t-il posé avant, a priori pas parce que ça apparaîtrait dans la discussion. Je suis bien dans lire la discussion. Je reviens à mon article. Dans article ici, j'ai modifié. Je suis sur un wiki, je peux aller, je ne vais pas le faire maintenant, aller modifier directement dans l'article, voilà, comme si j'étais dans la page Word de mon document. Hop. Voilà. OK, je ne veux pas modifier. Si on sait coder l'HTML, on peut modifier le code, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est voir l'historique. Et là, c'est pour moi la page la plus intéressante d'un article de Wikipédia. Je peux savoir tout sur l'histoire de l'article, de sa création. Donc, la dernière modification, elle date du 9 novembre, donc c'est-à-dire aujourd'hui, à 14h16, c'est-à-dire à 14h06, il y a un peu plus de 40 minutes. Ça va? Et c'est Luciole qui l'a fait, qui a modifié. Cette personne, ce contributeur sous son pseudonyme a modifié quoi? Deux petites choses, il a enlevé deux petites choses et voilà, sûrement pour les sources, etc. Et donc, on voit que cette personne a travaillé aujourd'hui plusieurs fois et là, elle a ajouté des informations, le plus 6. On voit que c'est peu. Et on va bien se rendre compte que le plus 36, ce sera beaucoup, moins 25, etc. Vous avez compris ce que ça veut dire. Et donc,
Comme tout est cliquable, je peux aller voir qui est Luciole. Et donc, Luciole a fait une page où elle est chercheuse. Visiblement, elle parle anglais, elle parle allemand et elle maîtrise le français. Et elle explique ici, voilà, on a déjà tout un tas d'informations là-dessus. Elle donne ses centres d'intérêt, etc., patrimoine. Bon, ben, c'est assez logique. Peut-être que cette personne ait contribué sur ce château en Suisse et on voit qu'elle a des intérêts pour Genève, etc. On peut voir les articles que la personne a modifiés, etc. Donc là, c'est déjà une personne qui dit beaucoup de choses d'elle. Et donc, ça nous permet, quand on fait la fiabilité d'un auteur, d'aller grappiller des compétences. Évidemment, ce ne sera pas les mêmes que dans une notice biographique, on est bien d'accord. En croisant aussi ces contributions, on peut voir aussi quels sont ses dadas. Et donc, si un contributeur ne sait pas, n'a pas dit ses centres d'intérêt, son métier, etc., on peut, par ses contributions, voir que c'est quelqu'un qui contribue tout le temps sur la famille royale. Hein, je dis ça parce que la dernière fois, je suis tombée sur quelqu'un où c'était vraiment les familles royales européennes. Et donc, voilà, on peut dire que si cette personne contribue tout le temps là-dessus, elle s'y connaît quand même un peu. Donc vous voyez ici aussi qu'on peut indiquer ce qu'on a fait comme modification. Ici, c'était une modification d'orthographe. Encore une correction orthographe, typographique et l'amélioration du code. Bon, voilà, là en l'occurrence HTML. Je vais prendre n'importe quelle date et vous voyez que c'est un article qui est régulièrement consulté, mis à jour. Ça, on le voit dans sa fréquence de modification. Parce qu'évidemment, si la personne avait contribué aujourd'hui, mais que cet article n'avait plus été modifié depuis 6 mois, bon, c'est un article qui ne porte pas beaucoup d'intérêt, qui n'est pas tenu à jour, etc. C'est exactement la même chose qu'une page web. Si vous voyez que sa mise à jour, elle date de 2 ans, vous dites, oh, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui regarde bien ce site-là? Ben, c'est exactement la même chose ici. Et donc, par exemple, si je prends le 28 octobre, en cliquant sur la date, en fait, je vais atterrir à l'article tel qu'il est, dans l'état qu'il était le 28 octobre. Et donc, on me le dit, c'est une version archivée. Rien ne se perd sur Wikipédia. OK? Donc, je suis toujours dans l'historique de l'article. Je peux faire la même chose, ça a moins d'intérêt pour moi, voir l'historique de la discussion, mais je pourrais. Donc, soit je choisis un des 2 onglets ici, mais chaque onglet de gauche va avec les onglets de droite dès que j'ai sélectionné un de gauche. Donc, vous voyez, on a pas mal, et on voit qu'on a Espandero qui revient régulièrement. Donc, c'est quelqu'un qui scrute cet article régulièrement parce qu'il l'a probablement mis. On peut mettre, une fois qu'on est connecté, en fait, on peut cliquer sur des articles dont on veut voir les modifications. C'est un des avantages de se loguer, être prévenu des modifications. Et donc, on voit ici, par exemple, il a fait beaucoup de modifications. J'avais vu plus bas, voilà, 2000 et il en a fait beaucoup. Ici, il a ajouté vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très actif sur cet article-là. Et si je vais cliquer sur ma page 500, je vais voir vraiment de quand date l'article. Actu et diff, en fait, je reviens au début. Actu, c'est la différence avec la version actuelle. Si je prends par exemple celui-ci, Actu, et je vais le comparer 2 versions d'un article. Et donc, je vais faire ceci et je vais avoir la version du 6 novembre comparée à la version du 9 novembre et je vais voir ce qui a été modifié. Voilà, toutes les modifications apparaissent ici en bleu. Ça va? Et on retrouve voilà, les contributeurs qui ont modifié cet article. Ça va, je ne vais pas trop vite? Alors, je reviens à mon article. Voilà, Céline, oui, j'ai une petite question. oui, Quand tu avais parlé du label là, oui. je ne vois plus trop bien comment tu allais voir justement ton label. Ah ben voilà. Eh ben, tu me lances
une perche pour vous mettre au travail. Et donc, je vais vous demander d'aller voir la page de Marion Sigaud. Alors, Marion Sigaud, hop, ça s'écrit S-I-G-A-U-T. Et donc, vous avez trouvé l'article de Marion Sigaud. Oui. Qui est donc? Une militante d'extrême gauche. Yeah, oui. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, oui, on vous entend. Oui, ok, voilà. Et une femme de lettres et conférencière française. Française, voilà. Ok, on va s'arrêter là. Y a-t-il des discussions à son sujet? Moi, je ne parviens pas à mettre en réduction. Escape. Escape. Pour réduire la taille de l'écran. Des discussions, donc des changements, enfin des... Non. Est-ce qu'il y a des discussions au sujet de cet article-là? Si. Mais moi, je vois oui. Ébauche. Appel au calme. Oui, oui, oui. Ah oui, appel au calme. C'est de garder votre sang-froid. Oui, lorsque vous apposerez vos commentaires. Donc, on ne la connaît pas. C'est une dame qui existe toujours, qui est bien, bien vivante. Alors, je vous le montre parce que pour la petite histoire, en fait, c'est l'article le plus vandalisé ou qui a fait le plus parler de lui, même au JT de TF1 à l'époque. Donc, voilà. Comme quoi, ce qui se passe dans le numérique, dans le digital, peut se retrouver aussi dans la vraie vie. Et donc, regardez, ici, il y a tellement de discussions à propos de sa page que, en fait, il y a même un sommaire de 34 points. Ouais. Et juste en parcourant ce sommaire, selon vous, sur quoi portent les discussions? Principalement là où ça pose problème. C'est sur elle et ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit. Elle prétend être aussi. Ouais, apparemment, il y a même une remise. Être. Ouais. Elle est peut-être, je ne sais pas, mais Elle est peut-être quoi? Il y a une remise en question de son idéologie. Oui. Oui, et même de ses compétences. En fait, elle est historienne. Oui, c'est ça, une remise en question de ses compétences même. Oui. Historienne, voilà. Est-ce qu'elle peut être considérée comme historienne? Je ne vais pas vous faire la lecture de tout l'article, mais regardez. Le point 3, historienne. Le point 9, historienne. On redescend. 23, historienne. 31, historienne. 33, historienne. 34, toujours et encore. Oui. Et donc, en fait, la discussion, c'est est-ce que cette madame peut porter le titre d'historienne? Et donc, toute la discussion devient un peu philosophique à un moment, mais sans rester vraiment calme. C'est quoi un historien? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait un master en histoire, point, et qui a un diplôme d'histoire, ou c'est quelqu'un qui est professeur d'université, qui fait des recherches en histoire, et donc vous et moi qui donnons cours d'histoire, on ne serait pas considérés comme des historiens. Et donc, toute la discussion part là-dessus, et elle est intervenue dans cette discussion-là. Vous allez sur YouTube, etc., vous allez la retrouver. C'est aussi quelqu'un qui aime bien un peu le combat. Et donc, voilà. Vous voyez qu'on peut avoir pas mal d'informations sur la neutralité des propos qui se retrouvent dans l'article. Parce qu'au final, ce qu'on va voir, c'est qu'il n'est fait nullement de mention de ses qualités d'historienne. Donc, le consensus, il a été trouvé là. Avec parfois pas mal de difficultés. Et donc, je réponds à votre question. Où trouve-t-on le label et l'évaluation? Voilà, juste dans la discussion au-dessus. Et on voit ici, c'est une ébauche. Et on a les évaluations. Voilà, c'est cette page-ci que je voulais retrouver. Donc, comment est-ce qu'on y arrive? On clique bêtement, voilà, sur évaluation. Et on va voir l'ébauche, le bon début, le bien construit, l'article avancé, le bon article, l'article de qualité. Et vous allez avoir ici le tableau qui concerne tous les critères.
pour chaque niveau d'article. Et donc, vous allez aussi avoir des exemples d'articles de qualité en cliquant ici. Et vous voyez d'autres exemples, par exemple celui de Jean-Jacques Rousseau, mais dans sa version du 27 avril 2019. Wikipédia, comme ça évolue tout le temps, vous l'avez vu sur l'article du château du tourbillon, il faut absolument dans la référence indiquer quand vous l'avez consulté, parce que c'est dans cette version-là qu'il doit être compris par votre lecteur. Et donc, parce qu'en fait, un label peut se perdre à tout moment. Si votre article est vandalisé, alors il pourra comment dire, tomber de l'évaluation pourrait être négative. Alors, je vous montre autre chose. Soyons un peu chauvins. Je prends Wallonie, pas de problème. Regardons la discussion. On rappelle quand même ici qu'il faut rester courtois, etc. On a les objets de discussion qui sont ici. On a l'évaluation. On peut, voilà, et on a un petit sommaire. Et donc, quand on regarde, c'est surtout celui-là qui est le plus intéressant. Il y a une sorte de vote. Est-ce que Wallonie et Région Wallonne, c'est la même chose? Et moi, je trouve ça tout à fait intéressant pour éveiller le questionnement de l'élève et l'argumentation de l'élève. Après, on se positionne, on est pour, on est contre, ou on n'a pas d'avis. Hein. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y en a qui ne sont pas très contents parce qu'il y a un spéculoos ici qui règle ses comptes. Et donc, vous voyez, moi, je vois la différence. Il y en a qui sont d'un point de vue géographique et puis et d'autres qui vont dire d'un point de vue historique ou institutionnel, etc. Voilà, ça peut donner des idées de discussion. Voilà, on a des mises au point. Alors, je n'ai pas tout lu, donc à voir si c'est intéressant. Donc, ça, c'est pour les discussions. Et donc, pour moi, alors c'est devenu un réflexe, je suis sur un article, je vous propose de faire la même chose, de prendre l'article de Christophe Colomb. C'était pas celui-là. Mais tant pis, je suis tombée ici. Vous voyez que quand les sources ne sont pas suffisamment citées, il y a un bandeau de maintenance qui l'indique. Et donc ça, ce bandeau, il arrive à la demande de certains contributeurs qui trouvent qu'il doit être davantage référencé. Si on prend Christophe Colomb, et le réflexe, moi, que j'ai maintenant, c'est d'aller voir derrière si il y a d'abord son évaluation. Donc, c'est un article qui est un article avancé, donc pas un article de qualité. Et que dit-on dans ces discussions? Ben voilà, on a une série d'informations et on va voir là-dedans s'il y a des éléments qui ont dû faire l'objet d'un consensus. Et de mémoire, c'est l'origine de Christophe Colomb. Voilà, il ne serait pas génois, il serait portugais, etc. Donc, et c'est vraiment l'objet de certaines discussions. Pas le premier européen. Et ma foi, voilà. On peut aller critiquer ces informations-là et demander à nos élèves sur quoi s'appuient-ils pour dire ça? Parce qu'en fait, ils sont obligés normalement de citer leurs sources. S'ils affirment quelque chose, même dans une discussion, il faut absolument apporter la source sur laquelle on s'appuie. Alors, regardez ici, donc sur la page de l'article que je vous montre, il y a un petit cadenas. Ici. Donc, c'est une page qui a été semi-protégée sur un long temps, probablement trop vandalisée, trop modifiée, etc. Donc, on la protège. Vous vous doutez bien que si je fais ceci, je vais retrouver un cadenas là-dessus.
D'accord? Idem, enfin, il y a des sujets bateaux, vous prenez Adolf Hitler, enfin, voilà. Et donc, parce que les gens se battent pour modifier, et cetera, et donc, vous allez avoir des pages qui vont être protégées ou protégées longuement ou protégées momentanément. Quand on a un sujet un peu houleux, on attend qu'il y ait de l'eau qui coule et sous les ponts et puis hop, la protection est enlevée. Donc ça, c'est aussi une manière pour Wikipédia de se protéger d'une modification incessante au gré du vent, et de l'actualité sur, son encyclopédie. Donc je reviens à l'historique de Christophe Colomb. Alors, on va s'intéresser après à l'historique ici, mais moi je voudrais qu'on aille ici dans auteurs et statistiques. On a chaque fois, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais ceci. Et moi, le seul onglet que je trouve intéressant, c'est auteurs et statistiques ou statistiques de consultation. Donc, je vous propose de cliquer sur auteurs et statistiques. Et donc, ça génère, il y a un outil, vous voyez ici, Tools, Xtools, qui génère des statistiques. Alors, les statistiques ici, toutes ne sont pas intéressantes, mais moi, je trouve que certaines peuvent apporter de l'eau à notre moulin, de la fiabilité de l'article. Donc, le nombre de modifications mineures, le nombre de modifications IP, donc des adresses IP des personnes qui ne sont connectées que via leur adresse ordi. Les modifications des bots, donc des robots, c'est 11%. Première modification, donc 2003. L'article Christophe Colomb date du 13 mai 2003. Et il a été créé par cette personne-là. Et ça, typiquement, c'est une adresse IP. Une suite de chiffres comme ça, c'est soit une grille du loto, soit une adresse IP. Ça va? Ici, c'est une adresse IP. La dernière modification, vous voyez, c'est le 5 novembre, donc il y a quelques jours. Et on a ajouté. On peut voir ce qui a été la modification majeure et la modification mineure. Donc, on y renvoie beaucoup de liens. Ben voilà, c'est une page qui a une certaine importance. Ceci, moi, me paraît très important. Le délai moyen entre les modifications, c'est la mise à jour de l'information. Et ça, pour moi, ça équivaut à une recherche historique qui daterait un peu versus on est sur un article de Christophe Colomb. OK? On va aller voir l'historique de cet article, donc je clique sur voir l'historique. Dans l'historique, je veux voir l'auteur et les statistiques concernant cet article. Je clique dessus et j'arrive sur la page Xtools. Et donc, j'étais en train de dire que pour moi, ce qui était le plus important, c'est le délai moyen entre les modifications. Donc, c'est sa mise à jour finalement. Et c'est ce qui fait en sorte que on peut se dire que les informations sont complètement à jour, et que ce n'est pas un vieil article pris d'une encyclopédie des années 50, etc., si je mets ça en dehors du numérique. Alors, ici, on a tout un tas de camemberts qui, pour moi, m'intéressent peu, en tout cas ceux-là. Par contre, voilà, vous voulez savoir qui est l'auteur d'un article sur Wikipédia? Ben, je vais vous dire, il n'y en a pas, il y en a 1000, puisque c'est collaboratif. Mais si je devais demander à mes élèves qui est l'auteur principal de l'article, eh ben, je vais voir ici que en fait, la personne identifiée comme, par le pseudonyme Voile du Palais fait 46,9% des modifications à elle seule. Et en plus, elle est dans le top 10 des textes ajoutés. Donc, il y aurait un auteur pour cet article, moi je dis c'est cette personne-là. En plus, elle fait quand même, comment dire, ça fait longtemps, c'est un contributeur qui contribue depuis longtemps sur cet article puisque il a commencé en 2006. Et si je veux voir qui est cette personne, je vais cliquer sur son nom et vous voyez qu'à l'inverse de tout à l'heure, on a peu d'informations.
ici. Ça va? Et donc voilà, après je peux prendre les 2-3 premiers, mais bon, vous voyez bien de manière très visuelle qui contribue le plus. Donc moi, je trouve ça très intéressant. Donc vous voyez qu'on peut toujours voir, ah oui, qui contribue. Et on va voir si vous vous souvenez de qui c'est ça. Un robot. Un robot. Donc, Medbot est un robot. Et alors, je ne le connais pas particulièrement, mais je suis sûre que normalement, voilà, en cliquant dessus, est comme son nom l'indique, un bot dont la principale fonction est d'ajouter automatiquement des liens inter-wiki entre les pages Wikipédia. Donc ça se fait automatiquement. Ça va? Alors, voilà, on a les 20 premiers contributeurs, je peux aller voir les autres. On a la liste des robots qui interviennent. Je vous avais dit, Salbot est le robot le plus travailleur, ou en tout cas qu'on croise le plus souvent sur Wikipédia. C'est lui qui lance des alertes, et moi j'aime bien ça. J'aime bien le graphique ici parce que il nous montre par mois toutes les modifications qui ont été apportées. Tiens, en 2007, ça vaudrait la peine de savoir si c'était un anniversaire en particulier concernant Christophe Colomb, parce qu'il y a eu beaucoup d'éditions à cette année-là par rapport aux autres. Et donc, on voit que l'article a quand même sérieusement augmenté. Et on voit aussi qu'il y a une forte augmentation ici en 2017. Et on peut vérifier ça ici. En fait, c'est 2006, c'est juste avant. Normalement, c'est ici, les dates sont mal mises. On voit le nombre de modifications. Voilà, et donc on a tout un tas d'autres statistiques que je vous passe par mois, etc. Pour moi, ce que je vous ai montré, c'est le plus intéressant. La date de création de l'article, la date de dernière modification, les auteurs, ce qu'ils font, qui ils sont, etc. Et donc ça, vous pouvez, si je reviens à mon article de Christophe Colomb, vous pouvez aussi le retrouver en cliquant information sur la page. Vous vous souvenez, je vous ai dit que j'y reviendrai dans le bandeau vertical à gauche. Je vais dans information sur la page et là, j'ai auteur et statistiques en version soft. Et donc, voilà, je vais avoir le créateur de la page, la date, le dernier rédacteur et le nombre de modifications. Donc ça, on l'a pour n'importe quelle page très rapidement. OK? Autre chose qu'on peut voir dans l'historique, et ça, c'est pour moi quelque chose qui est intéressant de remarquer aussi, c'est de retrouver du vandalisme. Le vandalisme, c'est comme partout, c'est comme dans la vraie vie, c'est bête et méchant et ça ne veut que très rarement du bien. Et donc, on peut le repérer. Pour ça, je fais apparaître le maximum de pages dans un article. Donc, j'ai été sélectionner les 500 pages. Voilà. Et je vais faire un petit truc, c'est CTRL F. Et vous voyez que j'ai mon petit carré du coup qui apparaît. Et je mets vandalisme. Et normalement, il m'en trouve. Il ne veut plus m'en trouver sur Christophe Colomb. On dit job. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas m'en trouver? Je vais prendre un autre. Hop. Voilà, et hop, j'y suis, CTRL F, vandalisme. Voilà, et là j'en ai 11. Et donc vous voyez que je peux, ici il est repéré le 5 mai, vandalisme. On voit qu'il y a eu des modifications très rapides, et donc on peut le voir 16h28, 16h39, 43, c'est toujours la même personne par adresse IP. Et là, on a une patrouille, donc des patrouilleurs, c'est quoi? C'est pas des robots, c'est vraiment des contributeurs de Wikipédia dont leur boulot,
ils ont une spécialité pour les contributeurs très réguliers, c'est de patrouiller et de vérifier. Ils ont un petit logiciel sur leur ordi qui permet en temps réel de voir les modifications, de les accepter et de les refuser. Bon, elles sont publiées, mais peut-être que 2 secondes après, elles ne vont plus être autorisées et on va avoir ceci. Vous voyez, ici, ça met 4 minutes. Bon, voilà. Et on voit qu'on a un robot Wikicleaner bot qui arrive et qui corrige ceci. Et si je veux voir la différence, je vais faire comme ceci et ceci. Et je vais voir la différence entre les deux. Voilà la date du décès qui a été modifiée ici. Donc ici, c'était la personne qui a vandalisé, donc elle a changé la date de décès pour mettre 2004. Et si on va à la modification suivante, simplement, hop, on va voir qu'il y a d'autres modifications qui sont apportées. 36e, 18e, etc. Hop. Et donc, si je reviens hop, à ma page d'historique, voilà, je refais mon petit travail CTRL-F vandalisme et oui, ben c'est ça, il y en avait un ici. Donc, je vais vous proposer de faire l'exercice et de trouver du vandalisme dans un article. Et je vous laisse trouver le vandalisme sur sa page. Et je voudrais bien connaître la date du vandalisme et l'heure. Alors, si vous voulez vérifier, vous affichez la page à la date. Non, j'arrive pas à la voir parce que je suis dans l'historique, je tape CTRL F vandalisme et il me dit rien. Alors, est-ce que tu as fait apparaître les 500 pages les plus anciennes avant? Ah, Parce que évidemment, ça va rechercher dans les pages sur lesquelles et ça, je le vois où, les 500? il faut descendre en bas de la page. Mhm. Ah non. D'accord. Voilà, et alors maintenant, réessaye. CTRL F. Vandalisme. Ah, voilà, évidemment. Oui, I've got it. Moi, j'ai trouvé du vandalisme le 21 mai 2018. Est-ce que vous en avez trouvé à une autre date? 21 mai 2018, vers quelle heure? 13h03. 13h03? J'ai perdu maintenant. Qui dit mieux? Il y en a plusieurs. 11h17. Oui. 11h10. Ouais, il y en a plusieurs. Hein. Et il y en aurait combien? Je sais plus, mais non, j'en ai vu plusieurs. Mais attends, hop. Alors, 11h RDG. Oh. Regardez un peu le nombre de modifications le 21 mai. Donc, je vous ai partagé l'écran. Le 21 mai, 12h32. 14h et 12h33. voilà. Et donc, vous en avez un paquet. Donc, 12h38. Typiquement, un robot le remarque. C'est ça. D'ailleurs, vous voyez, Salbot, il intervient. Ah oui. Et alors, en plus, autre élément, la plupart des modifications, regardez, les gens sont très courageux. En fait, c'est que des modifications IP. Hop, hop, hop. Chaque fois, le vandalisme, c'est des modifications IP, remise en ordre après vandalisme. Et c'est chaque fois la même personne qui intervient. Ça va? Et donc, vous voyez, toujours cette personne, toujours le vandalisme, etc. Et donc, quand on clique dessus, je prends au hasard celui-là. Ouais, je vais prendre un autre. Ouais, évidemment. Voilà. Donc, en fait, l'article à 12h30 ED, c'était... on a trouvé ça dedans. Donc,
il est né d'un père nazi, d'une mère prostituée, les poules ne seront pas passées, il sera pendu à son retour de Russie, Didier Deschamps dans le même combat, etc. Donc vous voyez, donc c'est clairement du vandalisme. Je pense qu'on peut, enfin voilà. Alors si on va voir un autre, j'aurais dû noter la date. Il y en a un qui est particulier. À 13h03, on le considère comme un meurtrier. Enfin, son nom, c'est meurtrier, assassin, quelque chose comme ça. Voilà. À 13h01. Incroyable. Ah, voilà, bah, ici, donc on a même, donc les photos sont changées. Nationalité, ouais. Voilà. Donc, tout ça pour dire deux choses. Un, tout reste sur Wikipédia. Deux, on peut tout retrouver et le vandalisme en particulier. Et donc, moi, ma question en tant qu'historienne, même si le football m'intéresse que peu, c'est qu'est-ce qui s'est passé le 21 mai 2018, un peu avant midi, pour créer de tels vandalismes? Si vous avez la réponse. Je vais chercher. Je Mais pense je vais que c'est le chercher. jour où il a publié la sélection des joueurs pour la Coupe du Monde. Exactement, au Brésil. Et donc, il n'avait pas retenu, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc, mais ça a mis 15 secondes à réagir sur Wikipédia. Et donc, vous voyez, entre le 31 mars, où on n'avait rien, et 11h12, donc je pense qu'il a dû faire sa déclaration 2 minutes avant, 11h12, 13, 15, 17, et puis ça s'emballe. Voilà, et vous voyez que si on remonte, les robots vont passer très très souvent, on retrouve ça le beau très souvent, et à un moment donné, désolé voilà, ici, semi-protection étendue. Donc le robot, ici, Tic-Tac-Bot, va protéger la page pour arrêter ça. Mais entre-temps, il y a déjà un paquet de contributeurs qui sont arrivés pour stopper ça, revenir à la version précédente, etc. Ou tout simplement pour, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a des gens qui ont été bloqués. Donc des personnes qui ne peuvent plus venir modifier dans... Voilà, révocation, voilà, que cette personne-là ne peut plus venir modifier, par exemple. Parce que trop de modifications suspectes, pas polies, enfin, voilà. Donc ça, vous allez le retrouver sur Wikipédia. Vous en trouvez évidemment sur Hitler, vous en trouvez sur d'autres sites. Et donc, il existe des pages sur Wikipédia qui permettent de voir ce vandalisme-là. Donc, si je viens ici, voilà, vandalisme en cours. Je vais avoir ici toutes les demandes de blocage des personnes qui ont remarqué du vandalisme, les différentes requêtes, et normalement, je dois avoir la liste quelque part. Ah oui, les pages souvent vandalisées aussi, voilà, Elvis Presley souvent vandalisé, voilà. En histoire, l'histoire de Montréal, les personnages historiques, c'est toujours intéressant de voir qui, voilà, Baudelaire, César. Après, il y en a d'autres, on peut se dire, ok, Shoah, il y a souvent des combats derrière, Staline, voilà. Donc, on peut aller voir et cliquer dessus et s'amuser à retrouver le vandalisme et voir à quelle vitesse ceci a été corrigé ou pas. Voilà, ou bloqué, parce qu'on voit ici, je vous en avais parlé tout à l'heure, Justin Bieber est tellement vandalisé qu'on doit bloquer sa page. Voilà, c'est une manière pour Wikipédia de se protéger. Hein. Donc, la liste des articles non neutres. Moi, j'aime bien avoir ça parce que du coup, je peux aller
rechercher des articles, vous voyez, qui sont classés par date, qui ne sont pas neutres, et demander à mes élèves de travailler, potentiellement sur retrouver l'information qui serait non neutre. Donc voilà, ça on peut, moi, la guerre de 6 jours par exemple, une controverse de neutralité, on peut voir la discussion, hop, et on va voir dedans où est la controverse de neutralité pour cet article de la guerre des 6 jours. Voilà, des modèles de maintenance. Voilà. Et donc, ça, pour moi, c'est vraiment le truc assez chouette. Bon, Wikifination, vous vous souvenez de ce que j'ai dit, c'est la mise en forme. Problème de promotion, donc c'est pour moi aussi de la neutralité, les problèmes de pertinence, de source, de lien interne, lien externe. Donc ça, c'est facile aussi pour une première contribution, c'est rajouter un hyperlien. La longueur des articles, donc essayer d'être concis, mais précis. Le problème de copyright, etc. Et donc, si je prends, voilà, par exemple ici, on va avoir des bandeaux liés à la pertinence du contenu de cet article. La pertinence du contenu de cet article est remise en cause, ou l'article est plutôt un mode d'emploi, un guide pratique, c'est pas une encyclopédie, on doit vérifier les sources, etc. Et donc là, comment aller chercher ces articles-là? Ben, vous y allez par ici. Il y en a 576 articles soupçonnés de non-pertinence en lien avec ceci. Donc, vous cliquez dessus et vous allez là vraiment arriver dans la liste de ces articles-là. Voilà, on peut prendre Bart de Wever, une biographie recyclée, où sont les problèmes de pertinence. Alors, donc peut-être qu'ici, il n'y a plus de problème de pertinence. Parce que, donc, il faut toujours bien avoir en tête que le bandeau, il se met et il se retire par une décision de la communauté. Et donc, on va avoir un contributeur qui va dire à un moment dans la discussion, je trouve que cet article a des problèmes de neutralité, je trouve que cet article est de bonne qualité, je propose le label, je propose de mettre le bandeau. Pour le 15 novembre, s'il n'y a pas de réaction, si la communauté ne réagit pas, alors je le mets, ou évidemment l'inverse, je propose que maintenant cet article n'a plus de problème de neutralité, je retire. Évidemment, c'est toujours plus facile de mettre que de retirer. Voilà, mais parfois, quand c'est retiré, il n'est pas retiré de toute la liste ici. Donc ça, voilà, il faut peut-être avoir bien conscience de ça. Ça reste une encyclopédie collaborative avec ses avantages, ses inconvénients. Alors, je vous propose un petit travail. Je vous propose d'aller voir sur Guerre du Vietnam et sur Kate Middleton. On reste sur la lecture de l'article, mais on va voir ses sources. Et là, je suis plutôt dans le travail de fiabilité que je pourrais demander à mes élèves. C'est j'évalue la fiabilité de l'article par rapport aux sources que les auteurs ont données. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant la bibliographie de la guerre du Vietnam? Je vous écoute si vous avez quelque chose à me dire sur ces... C'est fort ancien déjà, les Oui. ouvrages 95 pour le plus récent. Ah non, 2002. Oui, il y en a un 2002 et puis 2003 ici dans l'analyse pour Hannah Arendt, 2008, mais dans les ouvrages, effectivement, si on regarde les dates, c'est très vieux. En fait, si vous regardez même par rapport aux dates et aux titres, on pourrait dire que c'est un passionné de guerre du Vietnam qui a sorti sa bibliothèque et il a pris les livres dans sa bibliothèque, qu'il a collationné au fur et à mesure des années et il en a fait une synthèse. Donc, ça mériterait des informations, un peu des ouvrages historiques, en tout cas, un peu plus mis à jour. Kate Middleton. Beaucoup de presse. Ah, mais laquelle?
Oui, Oui. ça, c'est Et c'est ça, quoi. sensationnel. Et donc, c'est beaucoup de press people. People. Et donc, là aussi, Oui. je pense que c'est une démarche. On voit un Paris Match, on a enfin, l'agence France Presse, on a, hop, je ne l'avoue plus. Acquis.com, c'est quoi ça, acquis.com? On pourrait se poser la question à nos élèves. Voilà. Quelles sont les références les plus fiables entre la guerre du Vietnam et ceci, et Kate Middleton? Est-ce qu'il n'existe rien comme ouvrage plus récent d'un côté pour la guerre du Vietnam, ou peut-être sortir de la presse et d'avoir quelque chose de plus solide. fiable? Alors, ça me permet aussi de faire le lien avec ce que je vous ai dit, pas de source primaire sur Wikipédia. Or, ici, on a essentiellement de la presse. Et je vous montre un troisième, ici à l'écran, qui est l'histoire de l'environnement. Et je vous montre la bibliographie. Vous voyez qu'elle est déjà organisée par thématique. Et là, en regardant... 14, 2000, 2017, 99. Plus récent, en tout cas. Ouais. Voilà, c'est beaucoup plus récent. Vous avez une bibliographie qui est organisée par thématique, qui est organisée ici aussi ordre alphabétique. Qui est très spécialisée et multilingue. D'accord? Alors, très clairement, on n'est pas dans le même type de contributeur que Kate Middleton, ni dans le même type de contributeur que la guerre du Vietnam. Voilà, donc je pense que le principal, quand on veut voir les coulisses, c'est ces onglets-là qu'on a manipulés. Pour moi, c'est la chose la plus intéressante, mais qu'on voit le moins, ou en tout cas on y va le moins souvent. Et c'est là qu'on peut aller avec nos élèves, les faire travailler et récolter des informations sur justement la fiabilité de Wikipédia. Alors, vous avez peut-être vu qu'il y avait une série d'articles sur le site d'histoire qui ont été faits à la suite des formations Wikipédia. Et donc ici, voilà, j'ai voulu lister tout ce qu'on pouvait apprendre en lien avec le cours d'histoire et Wikipédia. Quels apprentissages travailler sur Wikipédia permet de mettre en œuvre? Et donc, voilà, on revient sur des savoirs. On peut faire des savoirs et savoir-faire, notamment sur rédiger une référence bibliographique, distinguer des sources primaires, etc., évaluer la fiabilité d'un article, etc., etc., se poser des questions. Et vous avez chaque fois des liens avec des situations d'apprentissage sur notre site d'histoire. Voilà. Et donc, identifier l'auteur d'un passage d'un article, on l'a fait. La date de création, le contributeur le plus important, on l'a fait aussi. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'apprentissages qu'on peut mettre en œuvre par Wikipédia sans se dire, d'une part, tout est mauvais, tout est acheté. Et de l'autre côté, sans non plus aller dans la contribution qui parfois est peut-être compliquée. Alors, j'avais fait un test, je n'ai jamais eu de retour jusqu'à présent, mais tous les retours sont bons à prendre, d'une proposition de grille permettant d'évaluer la fiabilité d'un article de Wikipédia. Hein, comme on a des grilles en histoire pour évaluer, se poser des questions sur la fiabilité d'un document, à la grille, donc la date, de quand date l'article, de quand datent les dernières modifications. Vous vous souvenez que j'en ai pas mal parlé. Quel est l'intervalle entre deux modifications? Le bandeau, y en a-t-il un? Si oui, de quoi nous alerte-t-il? Parce qu'après, ça peut être des éléments peu importants hein, pour un article. Voilà. L'évaluation de l'article, quelle est-elle? Qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont les tâches à accomplir? Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Est-ce que toutes les informations sont pertinentes? Les références bibliographiques sont-elles présentes? Quel type de sources? Discussion. Et je pourrais même mettre encore un élément de croisement d'informations. Est-ce que l'article contient beaucoup d'hyperliens qui permettraient de croiser les informations, puisque c'est un élément de fiabilité à prendre en compte en critique. Voilà, donc ça, c'est deux petites choses que vous pouvez trouver et qui rassemblent un petit peu
qui rassemble des choses qu'on a faites aujourd'hui, hein, très, très rapidement en passant, par certains éléments. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là, il est -2. On avait dit que c'était jusqu'à 4 heures.